Donc bonjour à tout le monde. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la métaphore. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Plus ou moins? D'accord. Ok, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc comme M. Monerel l'a dit, j'ai soutenu ma thèse sur la métaphore en langue étrangère. Quoi? Ah bah merci, c'était dur. Donc en octobre l'année dernière. Et donc là aujourd'hui, je vais vous parler de la métaphore parce que c'est quand même la figure de style par excellence qui, comment dire, de par son lien avec l'analogie. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, mais j'ai aussi essayé de laisser un petit peu de temps à la fin, si jamais il y a quelque chose, ok? Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, ok? Donc ça marche comme... Voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais parler de la métaphore comme figure du discours. Est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que vous avez déjà traité la métaphore? Je suppose que oui. On dit quoi? On dit que c'est une comparaison sans comme. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les langues? Une comparaison sans comme. Ouais? Non? En chinois? Oui? D'accord. Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs quand on étudie la métaphore. Je vais surtout parler du degré de conventionnalité. Et après, on va voir qu'il faut aussi prendre en considération le foyer de la métaphore. On n'a pas uniquement des métaphores du type « mon avocat est un requin ». Je vais aussi parler de la fonction de la métaphore. Et après, tout ce qui est... au fait, je vais en parler assez rapidement. Dès qu'on étudie la métaphore en psycholinguistique, qui est mon domaine de spécialité, on va dire, même si je ne suis pas encore spécialiste, on se base sur des variables comme le temps de traitement et la précision. Et puis on s'est rendu compte que quand on va étudier le temps mis à interpréter différents types de métaphores, on s'est rendu compte qu'il y a des variables qui vont avoir une influence sur le temps de précision, non, le temps de traitement. Et donc ça, il faut les prendre en compte. Après, je vais parler de la pertinence de l'étude de la métaphore. Et je vais parler un petit peu de mon étude, si ça vous intéresse. Donc, on va dire que généralement, on va présenter la métaphore comme une figure de style. Dans ce cas, c'est une figure qu'on utilise dans un discours prédéfini et c'est considéré comme une espèce d'ornement, comme le bijou d'un texte. On l'utilise pour faire une image, faire imager. Oui, donc je ne suis pas française, donc des fois je peux dire des choses qui sont bizarres parce que je cherche mes mots encore, même au bout de 12 années en France. Donc on va, depuis qu'on l'étudie, on a commencé dans l'Antiquité au moins, on va la présenter comme une figure de style. Et donc, comme je disais, on l'étudie depuis l'Antiquité avec Aristote, par exemple, qui en parle dans ses textes sur la poésie et sur la rhétorique, l'argumentation. Donc, ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'il y a différents types de métaphores. Il y a 4 types. Mais surtout, comment il faut les utiliser. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon le discours devient énigmatique.
Donc, on part du principe qu'il y a le sens littéral, qui est le représentant de la vérité, et puis il y a un plus, le sens figuré. Et on peut choisir de l'utiliser ou pas. Donc vous voyez bien qu'il y a un type, on va dire un type de discours où on représente la vérité, et puis si on utilise une figure de style, on le fait de façon consciente pour obtenir quelque chose. Par exemple, une image, c'est plus joli, c'est pour donner de l'éclat, et ainsi de suite. Donc retenez que il y a une espèce de dichotomie, une hiérarchie entre le sens littéral, qui est représentant de la vérité, et puis le sens figuré, qu'on utilise juste comme ça parce que on veut faire imaginer ou on veut essayer d'argumenter. Et c'est aussi une figure de discours qui est objet de vives controverses, et ça c'est en lien avec le mécanisme. Et donc là on touche un petit peu comment dire, au sujet de votre séminaire, qui est l'analogie, parce qu'on n'est toujours pas d'accord sur ce que c'est une métaphore, et surtout qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on essaie de comprendre. Est-ce que le mécanisme c'est l'analogie? Est-ce que c'est la catégorisation? Et même aujourd'hui, il y a des débats sur le mécanisme à l'œuvre. Donc si on le perçoit comme une analogie, on va dire qu'il y a un rapprochement entre deux domaines conceptuels qui ont des similarités, et sur la base de ces similarités, on peut accéder au sens de la métaphore. Si on perçoit la métaphore comme une comparaison sans comme, qui est, on va dire, le point de vue le plus répandu et le plus simpliste, on va dire, ces similarités préexistent. Et on se base uniquement sur les propriétés. Si je dis qu'Achille est un lion, on va se dire, le lion il est courageux, Achille il est courageux. Donc c'est une propriété qui nous intéresse, et puis on se dit, bon, Achille est courageux. Sauf que les lions sont très 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 paresseux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Sauf que maintenant, on se rend compte que la métaphore, c'est un phénomène discursif, parce que c'est omniprésent, et aussi cognitif. Est-ce que vous connaissez les chercheurs Lakoff et Johnson? Donc eux, ils ont proposé un ouvrage, une étude de la métaphore dans les années 80, Metaphors We Live By, et ils ont proposé un cadre théorique vraiment très cohérent où ils ont réussi à montrer que la métaphore elle est omniprésente parce qu'elle est inscrite dans notre mémoire à long terme. Si on perçoit si je dis que je suis complètement à plat aujourd'hui, c'est parce qu'on a une métaphore conceptuelle stockée dans le cerveau, comme quoi selon laquelle quand on est malade ou quand on est vraiment très fatigué, on est couché. Donc j'ai pas besoin d'être couché pour utiliser je suis complètement à plat. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est inscrite dans notre mémoire à long terme, qui est aussi inscrite dans la langue. Et c'est pour ça que quand on dit que la métaphore est omniprésente, c'est pas nécessairement parce que ils ont réussi à montrer qu'il y a des métaphores dans le discours partout. Parce que pour eux, quand on a une métaphore comme je suis complètement à plat, c'est du sens littéral. C'est moi qui sonne? Non.
donc voilà. Et puis après, la métaphore, elle a des fonctions diverses dans le discours. Donc je vais en parler un petit peu. À l'Antiquité, quand on parlait de la métaphore, on disait que soit elle donnait de l'éclat, soit elle permettait de persuader. Mais c'était surtout la fonction, on va dire, ornementale ou esthétique qui nous intéressait. Et elle nous intéressait à un point où on pensait qu'il fallait rattacher la métaphore à un type de discours prédéfini. La poésie, la littérature. Sauf que, surtout avec comment dire, le cadre théorique proposé par Lakoff et Johnson, on se rend compte que la métaphore, elle est quand même omniprésente dans le discours, et qu'on pense que la métaphore est une analogie ou une catégorisation. Tous s'accordent sur le fait que dans n'importe quel type de discours, ça foisonne de métaphores. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est plus ou moins inévitable dans le discours de tous les jours. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était surtout les métaphores dans une langue étrangère. Et donc là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont français langue étrangère, je suppose. Et c'est quand même une partie qui est relativement complexe dans une langue étrangère. Donc je vais en parler un petit peu après. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Donc, quand je parle de métaphore, je parle d'un rapprochement. C'est le terme le plus neutre que j'ai trouvé. Un rapprochement entre deux domaines conceptuels différents. Donc, là, j'ai utilisé cet exemple la dernière fois. Est-ce que vous connaissez ce personnage? Est-ce que vous connaissez la série House of Cards? Donc ça, c'est Claire Underwood, qui est connue pour être relativement antipathique. Donc si moi je dis que Claire est un glaçon, je vais rapprocher deux domaines conceptuels qui n'ont rien à voir, parce que, sauf dans des cas extrêmes, une femme ne peut pas être un glaçon. Le fond, c'est là où il y a toutes les caractéristiques ou les propriétés communes. Donc c'est là où se joue la similarité, ou les similarités. Donc vous voyez bien le lien entre métaphore et analogie, parce que si on part du principe que la métaphore est une sorte d'analogie, c'est au niveau du fond où on va pouvoir rapprocher les similarités entre les propriétés, mais aussi les relations entre les différents éléments. Donc on a tendance à utiliser, surtout en psycholinguistique ou en psychologie, le terme de topic, Claire, et le véhicule, un glaçon. Et donc l'interprétation, claire et froide. Ok? Je vais peut-être... Est-ce que quelqu'un a l'heure? Parce que je ne l'ai pas ici. Il ne faut pas que je le dépasse. 17h20. D'accord, ok. Sauf que quand je parle de... Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui, okay. Sauf qu'il y a une heure de décalage. C'est ok. 17h. Ok, très bien. Ah non, parce que là... C'est le temps. Oui. Le temps, ça fait 16 minutes. Ah, c'est là. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on peut parler de la métaphore, mais il y a... En fait, il y a l'heure là. Oui, merci. Il y a des métaphores. Et ça, c'est très important de se focaliser sur l'hétérogénéité des métaphores. Et c'est surtout ce continuum qu'il y a entre les métaphores qu'on va créer, que moi je vais peut-être créer aujourd'hui, parce que j'ai besoin de créer cette métaphore pour faire une image, par exemple. Et puis les métaphores que nous, on va utiliser dans le discours de tous les jours.
Donc il y a un continuum qu'on va concevoir surtout sur la base, selon le degré de conventionnalité. Ok? Et on peut aussi dire que la métaphore elle est hétérogène parce qu'on peut avoir des fonctions différentes, des foyers syntagmatiques différents. La métaphore peut appartenir à n'importe quelle partie du discours. Ok? Et puis les dimensions psychologiques différentes. Mais pour parler du degré de conventionnalité, il faut surtout parler de l'accessibilité au sens. Parce que si on dit qu'on a une dichotomie entre le sens littéral et le sens figuré, quand on commence à s'intéresser à la métaphore dans une approche psycholinguistique ou dans la psychologie cognitive, on s'intéresse au temps mis à interpréter. Et est-ce qu'on active le sens littéral ou est-ce qu'on active le sens figuré? Et traditionnellement, on va dire que le sens littéral est toujours privilégié. Si j'ai dit que mon avocat est un requin, vous allez activer requin, grand squale, avant d'activer féroce. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est toujours la primauté du sens littéral. Comme si c'était là où tout se passait parce que c'est le représentant de la vérité. Donc ça, c'est le modèle pragmatique standard, sens littéral. Si ça fait défaut parce que le contexte dit que c'est pas possible, sens figuré. Alors que maintenant, on se rend compte que le sens figuré est dans beaucoup de cas de figure activé directement, avant le sens littéral. On n'a pas besoin d'activer le sens littéral pour comprendre que mon avocat est féroce. Quand je dis mon avocat est un requin, on ne va pas se dire « Ah oui, mon avocat est un squale ». Non, c'est pas possible. Un avocat ne peut pas être un squale, donc il faut chercher une autre interprétation. Selon Raymond Gibbs, on va directement à l'interprétation au sens figuré. Et puis il y a Rachel Giora qui dit que non, ça dépend. Dans certains cas de figure, on va activer le sens littéral. Dans d'autres cas de figure, le sens figuré en même temps que le sens littéral. Donc ça, c'est très important pour expliquer le degré de conventionnalité. Et Rachel Giora, elle ne s'intéresse pas uniquement à la métaphore, donc sa théorie sur la science graduelle, ça peut s'appliquer à tout type de... Comment dire? Ça peut s'appliquer aux expressions idiomatiques, à l'ironie, à tout ce que vous voulez. Donc les métaphores nouvelles, celles qui intéressent les chercheurs le plus. Dans ce cas, le sens littéral est activé. Il est plus saillant que le sens figuré. Est-ce que vous voulez une chaise ? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ok, donc dans les métaphores nouvelles ou vives, le sens littéral sera plus saillant que le sens figuré. Si je dis que la vie est une fenêtre, la recherche montre que vous allez activer le sens littéral de fenêtre avant le sens figuré. Et c'est parce que le rapprochement métaphorique, il est inédit. Ok? Et je peux vous dire que c'était extrêmement difficile de trouver une bonne,
une bonne théorie pour expliquer le degré de conventionnalité. Parce que généralement, on va dire que une métaphore vive, elle est déviante. Elle représente un écart. Et puis Rachel Giora et d'autres psychologues, ils essaient de dire que c'est pas nécessairement une déviance, c'est juste que le sens littéral, il va être privilégié. Parce qu'on n'a pas l'habitude de concevoir la vie comme une fenêtre. Okay? Et c'est pareil avec l'amour est un phare, sauf que l'amour est un phare, ça peut exister dans certaines langues. Ça n'existe pas en France parce que j'ai vérifié. Ça peut peut-être exister dans un recueil de poèmes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une métaphore conventionnelle. Mais dans une autre langue, ça peut être l'une des métaphores les plus communes pour exprimer ce que c'est l'amour. Mais c'est une métaphore qui peut être assez intéressante parce que le phare, ça illumine dans la nuit, ça nous permet de trouver la maison et ainsi de suite. Ok ? Et donc là, on voit aussi que une métaphore nouvelle peut aussi être une métaphore verbale. On ne dit pas manger une idée et on ne dit pas éteindre une pensée. Dans certaines langues, oui. Et après, on a les métaphores lexicalisées ou conventionnelles, on va dire. Et donc, selon Rachel Giora, on va dire que une métaphore qui est conventionnelle ou familière va avoir un sens littéral aussi actif et accessible que le sens figuré. Et comment on arrive à voir ça? On étudie le temps mis à traiter des métaphores en contexte littéral et en contexte figuré. Je vais en parler un petit peu après. Donc on se base toujours sur le temps de traitement et la précision pour essayer de voir si on active le sens littéral ou le sens figuré. Et surtout pour voir s'il y a certaines métaphores qui vont être plus compliquées que d'autres. C'est toujours le temps mis à interpréter ou la précision. Donc, endiguer la pollution, une vague de crimes, chasser une pensée, ce sont des métaphores qu'on va voir dans n'importe quel texte, dans un journal, je ne sais pas quoi. Séisme politique, c'est très commun. Et pourquoi on active le sens littéral et le sens figuré? Parce que, selon Rachel Giora, le sens figuré, non, littéral, il peut toujours nous aider un petit peu, au début. Mais après, il est désactivé, parce qu'on n'en a plus besoin. Ok? Et donc sur ce continuum, on a commencé avec les métaphores nouvelles, comme par exemple cette bibliothèque est une piscine, à la métaphore conventionnelle ou lexicalisée. Dans ce cas de figure, quand c'est lexicalisé, on peut dire que le sens figuré, il est inscrit dans le lexique mental. Il peut aussi être tout simplement dans un dictionnaire. Et puis, à l'autre bout de ce continuum, on a les métaphores mortes. Et donc là, je me suis basée plus sur Michel Le Guern, est-ce que vous connaissez? Il a écrit un ouvrage qui est paru dans les années 70, je pense, sur la métaphore et la métonymie. Et donc lui, il dit qu'une vraie métaphore morte, on ne va plus être conscient du sens littéral. Donc on peut dire que dans une métaphore morte, le sens littéral est mort. Et il utilise l'exemple de la tête. En latin vulgaire,
on n'utilisait pas le mot testa, on utilisait caput. Et puis, on a commencé à utiliser testa, qui était un pot, un petit pot en terre cuite. C'était pour la rigolade. Et puis, petit à petit, on a commencé à l'utiliser, là. Donc, si on dit tête maintenant, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a des milliers d'années, qui trouvait que c'était drôle de dire que c'est pas la tête, c'est un pot en terre cuite. Mais on n'est plus conscient du sens initial, du sens littéral, sauf si on fait de l'étymologie. Et ça, c'est une vraie métaphore morte. On ne sait pas que c'est une image. Donc, ça, tout simplement, on peut dire que le sens littéral initial, il n'est plus saillant, du tout. Il est mort. Parce que aborder un sujet, qui va penser au fait que on aborde un bateau ou draguer un garçon, bah là c'est le sens initial de draguer. Et museler les syndicats, là je ne sais pas, les locuteurs francophones, est-ce que selon vous c'est une métaphore conventionnelle ou morte? Est-ce que vous voyez le sens? Plutôt mort. Ouais. On ne voit pas forcément. Enfin, on voit bien l'idée, mais ouais. L'idée de museau. Oui, bah, une muselière. Bah, si on a un chien, on connaît, mais après, voilà. Donc, si on dit que Donald Trump, il a muselé les syndicats, on ne va pas vraiment imaginer, ah oui, quand on a ça, on ne peut pas vraiment parler. Donc ça, on peut dire que c'est une métaphore qui, dans le sens figuré, dans le sens littéral, est mort. Donc vous voyez bien ce continuum. Et puis après, on a le cas de figure de la catacrèse, qui est, on va dire, une sorte de métaphore morte, mais à la différence d'une métaphore qui est usée, congelée, on l'a créée à un moment donné, toujours selon Michel Le Guern. Et donc j'imagine qu'il y a beaucoup de linguistes qui ne sont pas d'accord, ils trouvent que c'est comment dire, c'est trop simple comme explication, mais moi ça me va. Dans une catacrèse, on a utilisé des métaphores parce qu'on n'a pas envie de créer des néologismes à longueur de journée. Donc ça, par exemple, pour tout ce qui est informatique, c'est que des métaphores et c'est que des métonymies. Un virus informatique, on sait qu'un virus, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir. Donc on va essayer de se défendre du virus, essayer d'éradiquer le virus et tout ça. La souris d'ordinateur, donc là vous voyez bien, c'est d'Instagram, c'est assez drôle. À la différence donc de la métaphore morte, à un moment donné, on a dû s'appuyer sur le stock lexical qu'on avait déjà. Donc l'ordinateur, c'est que ça. Vous voyez bien la différence entre les deux? Non? Oui? Pas trop. En fait, dans la métaphore morte... Il y a peut-être une façon de l'exprimer. Ouais. Quand vous reprenez l'exemple de la tête, et vous dites on a perdu le sens de tête et poterie pour désigner une tête humaine, c'est plutôt de la motivation. On a perdu la motivation de ce qui fait que le mot tête existe. Donc la tête en tant que telle, on n'a pas conscience que c'est une métaphore. La tête, c'est le sens propre, je dirais, le sens littéral. Bah ça, c'est considéré comme une vraie métaphore morte. Par exemple, la souris d'ordinateur, on voit qu'il y a une analogie entre l'objet en tant que tel et par la forme. Donc on voit que c'est pas vraiment une souris. C'est quelque chose qui a un autre sens que le sens de souris. Ouais. Donc là, par on exemple, peut dire... quand on parle de l'aile d'un bâtiment, ça c'est une catacrèse parce qu'on n'a pas conscience que le bâtiment peut battre des ailes. Enfin, on a perdu cette notion-là. Ouais. Mais selon Michel Le Guern, on va utiliser ce qu'on a déjà, le pied, pour, au lieu de créer un néologisme, on utilise ce qu'on a déjà. Donc c'est pour répondre à un besoin lexical. Oui. En réalité, là, c'est un phénomène de polysémie. C'est un des moyens qu'on a dans le champ lexique,
au lieu de créer un mot nouveau, on utilise un mot existant avec une extension polysémique, et là, en l'occurrence, l'opérateur de la polysémie, c'est la métaphore, comme il existe avec les lignes, l'extension, etc. Et là, on est dans un problème de lexique, ou un peu différent de la métaphore en termes discursifs. Donc là, c'est juste pour vous montrer que quand on parle de la métaphore, il faut prendre en compte tout ça. Parce que généralement, quand on l'étudie en langue maternelle, on dit, pas en langue maternelle, mais beaucoup de linguistes, ils disent, si c'est pas une métaphore vive, ça m'intéresse pas. Parce qu'une métaphore congelée, c'est plus une métaphore. Donc, on s'en fiche un petit peu. Sauf que quand on est dans une langue étrangère, on n'a pas ça. On ne va pas avoir nécessairement cette sensibilité au degré de conventionnalité. Si vous avez tellement l'habitude d'entendre cette bibliothèque est une piscine, vous n'allez pas être sensible au fait que c'est une métaphore. Alors que... non, je me perds dans mon exemple. Tout simplement pour dire que dans une langue étrangère, on ne va pas nécessairement se rendre compte qu'une métaphore est morte. Alors que dans une langue maternelle, oui. C'est pour ça que je parle du degré de conventionnalité des métaphores. Aussi, les métaphores figées, qui est un cas où des expressions idiomatique peuvent être tellement conventionnalisées qu'on ne voit plus le sens littéral. Jeter l'argent par les fenêtres, on peut dire que c'est une sorte de métaphore figée. Selon Rachel Giora, le sens littéral est aussi actif que le sens figuré. Dans le cadre de métaphores d'expressions moins conventionnelles, c'est le sens littéral. Donc ça c'était juste pour vous montrer que les expressions idiomatiques doivent aussi être prises en compte. Après, le foyer de la métaphore peut être le nom. Donc, sa vie est un roman. Là, on va rapprocher deux syntagmes nominaux. Le verbe voler une idée. L'adjectif, il a un regard glacial. Et l'adverbe, il a constaté amèrement sa défaite. Après, quelle peut être la fonction des métaphores? Comme je disais initialement, ce qui intéresse les rhéteurs anciens, c'est la fonction ornementale. On utilise des métaphores pour donner de l'éclat, pour embellir le discours, c'est un petit peu le bijou du texte. Donc si vous avez étudié la métaphore au collège par exemple, généralement les profs vont s'appuyer sur des exemples comme ça. Et c'est ce qu'on voit aussi dans une langue étrangère, on se base sur des exemples qui sont quand même un petit peu complexes pour expliquer un phénomène qui est déjà complexe. Et puis on a eu cette tendance à se focaliser sur uniquement ça. Sauf que il y a une autre fonction des métaphores qui est aussi la fonction de l'analogie. On essaie d'expliquer des phénomènes abstraits. C'est comme l'analogie de Rutherford avec l'atome et le système solaire. L'atome est comme le système solaire. On ne connaît pas l'atome. Donc on se base sur ce qu'on connaît déjà pour expliquer l'atome. Et c'est pareil avec la métaphore. On ne connaît pas nécessairement la structure neuroanatomique du cerveau d'un nouveau-né. Mais si on dit que le cerveau est un placard vide, on comprend qu'il y a déjà la structure, mais que cette structure, le placard, a besoin d'être remplie. Et aussi cet exemple que j'aime beaucoup, le prix Nobel de médecine récompense les découvreurs du GPS du cerveau.
Ça, c'était après... en fait, c'était un couple de chercheurs norvégiens qui ont reçu le prix Nobel de médecine. Ils ont fait des recherches sur des cerveaux de souris et ils se sont rendus compte que le cortex entorhinal nous permet de nous orienter dans l'espace. Et ça, c'est une grosse découverte, etc. Et donc, le journaliste ou la journaliste doit écrire un texte, voilà, pour parler de cette nouvelle. On ne va pas dire le cortex entorhinal, blablabla. On va se baser sur ce qu'on connaît déjà, le GPS. Donc, ils ont trouvé le GPS du cerveau. Il n'y a pas littéralement un GPS dans le cerveau. Ok ? Et puis, la fonction argumentative de la métaphore qui m'intéresse particulièrement. Donc là, on va dire que c'est comment dire, une explication assez simpliste de l'argumentation. C'est pour faire adhérer à une cause, pour faire agir. Donc si Marine Le Pen dit qu'il y a une submersion migratoire en France, on peut se demander si elle le fait elle utilise cette métaphore pour nous faire peur, parce qu'une submersion, c'est pas quelque chose de sympa. On va quand même essayer de canaliser une submersion. Une submersion au sens littéral, c'est quelque chose qui doit être stoppé. Et aussi, le terrorisme est un virus mutant. Si on ne le stoppe pas, ça va prendre de nouvelles formes, ça va se propager, et ainsi de suite. Donc le but, c'est que les interlocuteurs comprennent que maintenant, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Il faut adhérer à notre cause. Pour Marine Le Pen, c'est de restriction, donc stopper l'immigration. Et donc quand j'étais en train de préparer cette conférence, j'ai tapé dans Google, en anglais political earthquake, séisme politique. Et je suis tombée sur un site internet très sympa, on va dire. C'était des Anglais, on va dire pas très gentils, un petit peu, comment dire, donc des gens qui donnent presque une bonne image de Marine Le Pen tellement ils sont racistes. Pour eux, il faut sortir de l'Union européenne parce que c'est la seule façon de ne plus avoir d'immigrés. Et sur ce site-là, il y avait une telle fréquence de métaphores argumentatives, et c'était tous autour du séisme. Donc là, on va dire que la frontière de collusion entre les plaques tectoniques, entre notre peuple et la caste politique judéo-bolchevique et ouvertement juive, va continuer à causer des frictions, des fissures et des tremblements de terre. Donc là, le but, c'est de sortir de l'Union européenne, parce que sinon, ça va causer tellement de problèmes dans la société anglaise que, voilà, le tremblement de terre, c'est quand même assez grave. Donc, le but, c'est de faire adhérer à la cause, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne pour ne plus avoir d'immigrés. Voilà, on tombe sur beaucoup de choses quand on veut juste regarder des métaphores. Et après, comme je disais, avec les dimensions psychologiques des métaphores, quand on s'intéresse au temps de traitement, on s'est rendu compte qu'il y a certaines métaphores qui sont plus difficiles à traiter que d'autres. Et l'une de ces variables, c'est l'aptness ou la qualité. C'est la capacité qu'a le GPS ici à faire ressortir les propriétés les plus pertinentes du topic. Donc si moi je dis que mon voisin est un chapeau, est-ce que c'est une métaphore apte?
Parce que le mot chapeau, est-ce que ça fait ressortir quelque chose de mon voisin? Non. Pas vraiment. Donc ça, c'est très important parce qu'une métaphore qui n'est pas apte, elle va prendre plus de temps à traiter, peut-être parce que c'est pas vraiment une bonne métaphore. Et donc là, on imagine qu'il y a les journalistes qui ont dû écrire un article sur la découverte du cortex entorhinal, là. Ils ont le choix entre la boussole du cerveau ou le GPS du cerveau. Mais selon vous, quel est entre ces deux-là, l'outil le plus prototypique de nos jours de l'orientation dans l'espace? Est-ce que c'est la boussole ou est-ce que c'est le GPS? Le GPS, parce que on n'a plus vraiment besoin de ça, sauf si on fait de l'orientation dans la forêt. Donc, on va utiliser le GPS du cerveau parce que c'est beaucoup plus apte que la boussole. Ça fait plus ressortir les propriétés pertinentes du cortex entorhinal qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est une métaphore, on va dire cognitive ou explicative. On essaie d'expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas sur la base de ce qu'on connaît. Ouf. Et donc, on peut dire à quoi ça sert tout ça. Dès qu'on comprend que la métaphore, c'est pas uniquement quelque chose qu'on va voir dans un texte poétique, c'est partout, on commence à s'intéresser à la manière dont on acquiert la capacité à comprendre des métaphores. Et ça vient pas tout de suite. Ça vient progressivement. Donc ça dépend évidemment des connaissances lexicales des enfants. Ça dépend aussi des connaissances du monde. Parce que vous imaginez un enfant qui entend, si moi je dis que mon mari, en fait, j'ai pas dormi cette nuit, mon mari est une locomotive. Un enfant va se dire, ah oui, vous avez joué au faire semblant cette nuit? Parce qu'un enfant pense au jeu du faire semblant. On fait semblant d'être un requin, on fait semblant d'être je sais pas quoi. Tout est possible dans l'esprit d'un enfant. Donc si moi je dis que mon mari est une locomotive, il va peut-être imaginer mon mari en train de faire tchou-tchou, voilà. Donc il faut savoir qu'un enfant, il a besoin de dépasser cette vision du monde où tout est possible. Parce que si moi j'utilise une métaphore comme ça, le but c'est de ne pas montrer à mon enfant qu'on a joué à un jeu où papa était un requin et maman était le poisson. Donc ça vient progressivement, ça dépend aussi des capacités attentionnelles. Parce que si je dis que cette bibliothèque est une piscine, il faut imaginer dans la tête la mémoire de travail. Ok, cette bibliothèque, mais là en l'occurrence ça peut vraiment être comme une piscine parce que voilà, c'est assez profond, voilà. Ou mon voisin est un chapeau. On essaie d'imaginer, donc on essaie de repérer ce qui est pertinent, de désactiver ce qui n'est pas pertinent et ainsi de suite. Donc la capacité d'un enfant à comprendre une métaphore, ça dépend aussi de la capacité de sa mémoire de travail. Et ça, c'est aussi progressif. Ça dépend ça vient progressivement. Et plus la métaphore est complexe et vive, plus l'âge joue un rôle. Un enfant de 3 ans, il va comprendre, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Que là, voir, c'est pas au sens littéral de voir, mais c'est de comprendre. Donc ça, à partir de 3 ans, ils arrivent. Mais mon voisin est un chapeau, là ça va être plus compliqué. Et donc Runblad, c'est une chercheuse suédoise qui a beaucoup travaillé là-dessus et ils se sont rendus compte que des métaphores vraiment difficiles, là cette capacité à les comprendre facilement, ça se perfectionne à l'âge adulte.
Et donc là, c'était juste pour vous montrer comment on étudie la compréhension de métaphores chez les enfants. Donc là, on parle de Stuart, qui travaille à un musée. Il y a un fleuve à côté du musée. Donc c'est tout petit et il n'y a pas beaucoup de gens au musée. Et donc le patron de Stuart, il dit il faut qu'on mette en place une exposition spéciale. Donc il faut qu'on en parle à beaucoup de gens. Et puis lundi matin, Stuart il est à la maison, il y a le téléphone qui sonne, c'est le patron. Et il a dit tu l'as fait, tu as réussi, il faut que tu viennes, il y a une inondation devant le musée. Donc ici on a vu qu'on a déjà activé le sens littéral de l'eau, de l'inondation potentiellement, mais c'est pas ce qu'on veut dire. Le contexte veut que ce soit une foule de gens, une inondation de gens. Donc là on va voir que les enfants de 5 ans ont beaucoup plus de difficultés à trouver le sens correct de beaucoup de gens que les enfants de 8 ans. Donc ça vient progressivement. Et une fois que les enfants apprennent à correctement interpréter des métaphores, des expressions idiomatiques, tout ça, ils ont une compétence figurative. C'est comme vous et moi. On a besoin d'une compétence figurative pour comprendre si moi j'ai dit que la tête d'une entreprise, je ne parle pas d'une tête au sens littéral. Je parle d'une métonymie ou synecdote, je ne me souviens plus. On a besoin de comprendre des figures de discours comme la métaphore, comme l'ironie, tout le temps. Mais vraiment de les comprendre comme ça. Et si on n'a pas ça, c'est quand même assez compliqué d'être, comment dire, de fonctionner en société. Et c'est le problème qu'ont par exemple des patients schizophréniques. Chez certaines populations, comme les schizophréniques ou les autistes ou les aphasiques, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre le sens figuré. Chez les autistes, c'est surtout l'ironie qui pose problème. Chez les schizophrènes, c'est la métaphore, c'est-à-dire que si on va essayer de déterminer si un patient a un trouble schizophrénique, on peut faire un test où on lui demande d'interpréter des métaphores. Ça fait partie de la batterie de tests qu'on utilise sur des patients schizophréniques. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tout au pied de la lettre. Parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser le sens littéral. Et donc, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et dans une étude assez récente, on voit que c'est notamment dû à des déficiences dans la théorie de l'esprit. Est-ce que vous connaissez la théorie de l'esprit? C'est comment dire, en psychologie, on étudie la capacité qu'ont les enfants ou donc les êtres humains et aussi les animaux à se mettre dans la tête de l'autre, de comprendre les émotions de quelqu'un d'autre. Donc là, par exemple, c'est un test qu'on va utiliser où il y a 2 personnages. Il y a elle qui place la bille dans le panier, elle s'en va, elle déplace la bille, elle met dans la boîte. Et puis elle revient. Où est-ce qu'elle va chercher sa bille? Donc, c'est-à-dire qu'un enfant à bas âge ou un patient schizophrénique va dire la bille, elle est là. Mais elle n'a pas su. Elle ne sait pas que la bille... non, la bille, elle est là. Elle ne sait pas. C'est-à-dire que le patient doit se mettre dans la tête de cette personne-là pour comprendre
que elle va chercher la bille là parce que c'est là où elle l'a placée. Alors que lui, il sait que la bille, elle est là. Donc, une incapacité à se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, ça nous empêche, chez les patients schizophréniques, à comprendre des métaphores comme cette piscine. Non, cette bibliothèque est une piscine. Et c'est aussi défaut dans la fonction cognitive. Chez les autistes, comme je disais, c'est surtout l'ironie qui pose problème. Donc il y a des forums sur Internet où il y a des autistes, surtout Asperger, où ils se donnent des conseils sur comment comprendre l'ironie. Parce qu'ils savent que pour être un membre qui fonctionne un être social, il faut comprendre l'ironie, il faut comprendre les métaphores, il faut comprendre tout ça. Et ils ont tellement de difficultés. Et aussi, cette étude-là, assez récente, dit que si on n'arrive pas à comprendre le sens figuré, c'est très difficile de fonctionner dans la société. Donc, l'une des raisons de cette exclusion sociale des patients schizophréniques, c'est notamment cette incapacité à comprendre le sens figuré. Et donc, moi, je m'intéresse surtout à la métaphore en langue étrangère. Et comme chez les patients schizophréniques, on se surfocalise sur le sens littéral. Mais c'est quand même étrange parce que si on est un apprenant d'une langue étrangère, on est adulte, on a déjà une compétence figurative pour notre langue maternelle qui nous permet de comprendre des métaphores comme ça, il n'y a pas de souci. Et dès qu'on essaie de le faire dans une langue étrangère, c'est beaucoup plus difficile. Et pourquoi? Donc, le peu de recherche qu'il y a là-dessus veut que ce soit un biais littéral, c'est-à-dire une surfocalisation sur le sens littéral. Ils pensent que, même s'ils l'ont pas vraiment vérifié encore, ils pensent que c'est parce que quand on apprend une langue, on va surtout, dans un premier temps, enseigner le lexique au sens littéral. Une table, c'est une table, une bibliothèque, c'est une bibliothèque, parce que c'est le moins complexe. Petit à petit, on va avancer dans la maîtrise de la langue, et puis à la fin, on va commencer à parler des expressions idiomatiques et le sens figuré et tout ça. Parce qu'on part du principe qu'il ne faut pas trop complexifier les choses, il faut attendre la fin. Sauf que, vous savez très bien, quand on essaie d'apprendre une langue, tout n'est pas au sens littéral. On ouvre un journal et puis on essaie de comprendre. Ça, c'est l'une des tâches qu'on a toujours quand on est dans un cours de langue. Il faut faire un espèce d'exposé à partir d'un article d'un journal. Et puis, c'est bourré d'expressions qui sont souvent assez difficiles. Et on n'a peut-être pas les moyens de comprendre tout ça. Et un dictionnaire va pas toujours aider. Google Translate, mais pas du tout. Et moi, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à... C'est vital de s'intéresser à ça. Parce que si quelque chose pose problème dans une langue étrangère, il faut trouver les moyens pour faciliter la tâche. Et généralement, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à la grammaire. La grammaire, c'est... si vous allez voir dans une bibliothèque en français langue étrangère, comment enseigner la grammaire? L'enseignement de la grammaire. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'enseignement de la grammaire. L'enseignement du lexique, presque pas. Je pense qu'il y a un bouquin en français. Donc, on pense que la grammaire, c'est un système compliqué, parce que c'est la France, système compliqué qu'il faut maîtriser. Le lexique, c'est un gros sac de mots où il n'y a pas de système du tout. Mais si, il y a un système.
Et notamment si on, comme M. Monnerel le disait, la question de la polysémie. Ça permet de donner une structure au lexique. Et donc moi je m'intéresse surtout au lexique, aux métaphores, justement parce que c'est un problème que moi j'ai vu quand j'ai enseigné aussi le français langue étrangère, et aussi quand j'ai enseigné le norvégien langue étrangère, donc c'est un problème dans beaucoup de langues. Et comment on se rend compte qu'il y a ce biais littéral? Donc là, on se base sur le cadre théorique de Rachel Giora qui parlait de l'activation du sens littéral, sens figuré. Donc ça, c'est tiré de mon propre étude. On fait une phrase, François Hollande se tient une balle dans le pied avec la nouvelle loi travail. Est-ce que ça, c'est au sens littéral? Non. L'islamiste se tient une balle dans le pied et appelle une ambulance. Donc là, on voit que ça, c'est le contexte littéral. Ça, c'est le contexte figuré. Et donc, on montre ça aux apprenants d'une langue. Et puis, après, on prend tous les résultats. On va les isoler, ça et ça. Et puis, on compare la moyenne de tout le monde. Le temps de lecture. Est-ce que s'ils lisent le sens littéral plus rapidement que le sens figuré, on va dire que le sens littéral est plus actif, il est plus facile, on va dire, que le sens figuré. Alors que chez les locuteurs natifs, étant donné que ça c'est une expression conventionnelle, c'est pareil. Donc il y a un déséquilibre en langue étrangère qui fait que quand on lit ça, on va mettre plus de temps. Mais si systématiquement on met plus de temps à comprendre le sens figuré, eh bien c'est difficile de suivre une conversation normale où ça foisonne de métaphores, d'expressions et tout ça. Donc il y a eu des études, par exemple en anglais langue étrangère, où il y a eu des étudiants étrangers qui suivaient des cours magistraux. Et puis après, on leur a demandé ce qui posait problème. Ils ont dit ça et ça et ça, ta. Et puis on s'est rendu compte qu'une grande partie de ce qui posait problème, c'était les métaphores, que les profs utilisaient comme ça, sans s'en rendre compte. Après, on leur a demandé, mais est-ce que vous êtes conscient du fait que ça, c'est une métaphore? Non, pas du tout. Donc, ils arrivent à montrer que ça, c'est difficile, mais ils ne savent pas que c'est les métaphores qui posent problème. Donc ils n'ont pas du tout conscience de la difficulté de la métaphore. Mais ils savent que c'est difficile. Donc si, disons, un prof va utiliser une métaphore, une analogie, n'importe, très complexe, et puis l'étudiant en langue étrangère est là, oui. Donc non, c'est pas ça. Non, oui, ok. Le prof, il est déjà ailleurs. Il est déjà en train de parler d'autre chose. Mais ça peut être, c'est pas uniquement les métaphores ou les expressions, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, c'est quand même embêtant de se focaliser sur le sens littéral. On sait que, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être au sens littéral. Et puis on est en train d'imaginer, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les autres, ils sont déjà terminés. Voilà. Ce qui me permet donc de parler de mon propre étude. Donc, comme a dit M. Monnerel, j'ai soutenu ma thèse en octobre 2018. Donc, c'était en sciences du langage. Et j'ai... Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ou... Vous êtes fatigué? Vous avez l'air très fatigué. En général, on pose des questions à la fin. Ouais. Ok. Donc, pour mon étude, je me suis intéressée donc à la compréhension de métaphores dans une langue étrangère. Parce que
toutes les études que j'ai lues m'indiquaient que la métaphore, c'était compliqué dans une langue étrangère. La métaphore était compliquée. Donc déjà, il n'y a pas une métaphore, mais plusieurs sortes de métaphores. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça posait problème. Et dans ce cas, il faut s'intéresser déjà à la diversité des métaphores et comment on étudie la difficulté ou la facilité avec laquelle on comprend une métaphore. Eh bien, c'est le temps de traitement et la précision. Donc là, c'est protocole expérimental typique en psycholinguistique. On utilise temps et précision. Et dans un premier temps, j'ai fait une liste de 50 métaphores différentes qui existaient dans les 3 langues maîtrisées par les Norvégiens. Donc c'était des apprenants norvégiens. Parce qu'il faut être sûr que ces métaphores existent dans leur langue, une partie dans leur langue maternelle. Après, je m'étais rendu compte que ça, c'était pas nécessairement une bonne idée, mais j'ai fait comme ça. Donc, pour faire une étude comme ça, il faut sélectionner les stimuli qu'on va utiliser. Et donc là, j'avais une liste de 50 métaphores. Donc, une partie existait en français, anglais et norvégien. Et puis, j'ai fait 3 questionnaires pour chaque langue que j'ai envoyés à des linguistes, en français, j'ai envoyé à juste des gens. Est-ce que ça, c'est une métaphore familière ou nouvelle? En fait, le but, c'est d'avoir c'est qu'on évalue le degré de conventionnalité des métaphores. Parce que si moi, je vais juste créer des métaphores comme ça, je vais dire, là, c'est une métaphore lexicalisée. Non, moi, il faut aller au-delà de mon intuition à moi. Donc, j'ai demandé à des locuteurs natifs de 3 langues d'évaluer si c'était bien une métaphore lexicalisée, est-ce que c'est bien une métaphore nouvelle. Et à la fin de ça, je me suis retrouvée avec 24 stimuli, 24 métaphores. Donc, j'ai 8 métaphores nouvelles. Le chef dénude les carottes. Et 8 métaphores lexicalisées ou conventionnelles. La droite populiste prend racine en Allemagne. Et puis 8 métaphores figées. Parce que moi, je pars du principe que on a des métaphores simples où le véhicule métaphorique est un mot ou un syntagme, dénude, mais il y a aussi des métaphores polylexicales, c'est-à-dire des expressions idiomatique dont la motivation métaphorique est apparente. Et ça, c'est par exemple, comme je disais, jeter l'argent par les fenêtres. Là, on voit bien qu'il y a une motivation métaphorique. Si je dis raconter des salades ou poser un lapin, il n'y a pas vraiment de métaphore. Parce que, est-ce que le sens littéral de raconter des salades peut nous aider à comprendre que la personne qui raconte des salades est en train de mentir? Non. Quand on a une expression, on va dire une métaphore figée, on peut toujours s'appuyer sur le sens littéral pour comprendre le sens idiomatique ou figuré. Donc, j'avais 3 types de métaphores différentes. Après, j'ai essayé de contrôler le contexte. Si ici, j'ai envie de voir si les Norvégiens vont mettre plus de temps
à lire paralysé en sens littéral qu'en sens figuré. Eh bien, il faut mettre un énoncé au sens littéral, un énoncé au sens figuré, ce qui me permet après de comparer les deux. Ça, c'est la seule façon qu'on a maintenant, si on se base uniquement sur le temps, de déterminer le billet littéral ou pas. Et parce qu'il faut dire que moi, j'avais envie d'utiliser des techniques un petit peu plus poussées que simplement le temps de traitement, mais il n'y en avait pas. Il n'y a pas, par exemple, moi, je voulais utiliser eye tracking, où il y a une caméra qui mesure le mouvement des yeux, donc c'est l'oculométrie, mais il n'y en a pas, donc on essaie de créer, de faire avec ce qu'on a. Et puis après, je voulais voir, donc s'il y a un biais littéral, si les apprenants dans une langue étrangère vont lire ça beaucoup plus rapidement que ça, ce qui signifie que le sens littéral est beaucoup plus actif que le sens figuré, eh bien moi je voulais voir si ça allait jusqu'à l'interprétation aussi. Donc si on montre ça à des apprenants, ils lisent des phrases et puis après ils doivent interpréter. Généralement, on va mettre des questions comme « Est-ce que vous avez compris? Oui ou non ?» Mais ça ne me donne pas beaucoup d'informations. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai donné le choix entre 3 types d'interprétation. Ils lisent ça, le président Erdogan joue avec le feu en Syrie. Après, il faut qu'ils choisissent entre l'une de ces 3 interprétations. Sens littéral, le président turc est pyromane. Sens figuré, le président turc prend des risques. Non-sens, le président turc aime la Syrie. Donc là, vous imaginez bien que j'ai eu beaucoup de difficultés à créer ces interprétations-là, parce que le sens littéral, il n'est pas vraiment sensé. Ça ne donne pas beaucoup de sens. Mais bon. Est-ce que vous avez compris comment je me suis prise? Donc ça ressemble à ça. Est-ce que quelqu'un a envie de faire des... Comment dire? Peut-être créer une étude en psycholinguistique ou dans le cadre du master ou un doctorat, je ne sais pas. Si oui, je vous conseille de vous baser sur des logiciels open source, parce que généralement, on n'a pas les moyens d'utiliser ePrime et tout ça. Moi, j'ai conçu un test avec donc, je ne sais pas si je peux appeler ça un logiciel, mais c'est, oui, un logiciel, on va dire. OpenSesame. Malheureusement, il y a de la programmation à faire, mais bon. Donc, dès qu'on arrive à maîtriser l'open source, on est beaucoup plus intéressant après si on essaie de trouver un travail dans un laboratoire de recherche. Parce que généralement, les autres, ils ne comprennent pas. Donc, si on vient en tant que nouveau doctorant et on dit qu'on maîtrise R, on maîtrise OpenSesame, c'est très intéressant. Donc, j'ai conçu un test. Ça m'a pris 3 mois à le faire. Juste de concevoir, vous pouvez le voir ici, ça m'a pris 3 mois. Mais je ne suis pas la plus douée avec tout ça. Donc ça, c'est le logiciel OpenSesame. On va créer notre expérimentation. On va montrer 5 comment dire, 5 segments. Les gens, ils vont lire un énoncé divisé en 5. Donc voilà, il faut avoir 5 segments et puis il faut dire au logiciel, maintenant il faut prendre
l'interprétation. Vous voyez, cocher la case la plus en lien avec la phrase. Voilà. Donc j'ai conçu ça. J'ai utilisé un logiciel pour faire les statistiques descriptives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit faire des statistiques pour le master ou pour... non? Du tout? Si oui, je peux conseiller JASP parce que c'est gratuit et ça vous permet de faire tout ce qui est corrélation, ça donne des graphiques, ça donne des statistiques descriptives, c'est assez sympa. Parce qu'après, si vous essayez de faire R, il faut apprendre à programmer. Bon. Et après, il y a la question de l'évaluation du niveau de maîtrise en français langue étrangère. Ça, c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait du FLE, qui est en didactique des langues étrangères? Évaluer les niveaux de maîtrise, c'est une catastrophe. Extrêmement difficile. On peut utiliser des questionnaires d'auto-évaluation. Moi, j'ai traduit un questionnaire en norvégien. C'est pas la meilleure façon, mais ça donne une image du niveau de maîtrise. Ils auto-évaluent leurs compétences. Donc là, vous voyez mon test. Ils ont lu, après la crise économique, le Portugal est dans le même bateau que la Grèce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais prendre pour chaque participant, je vais prendre le temps mis à lire ça. OK? Et puis, je vais prendre le temps mis à sélectionner l'une des réponses. Les deux pays ont des difficultés économiques, les deux pays sont dans le même navire, les deux pays font du commerce, de bateaux. Donc ça, c'est le non-sens. Et puis, je vais prendre le type de réponse. Est-ce qu'ils arrivent à trouver la bonne réponse? Est-ce qu'ils prennent le sens littéral massivement? Ou est-ce qu'ils prennent le non-sens? Ou est-ce qu'ils ne savent pas? Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une enquête supervisée, c'est-à-dire que vous êtes là présent devant les... Oui. Donc là, c'est juste pour montrer le logiciel de statistique. Ils viennent dans une petite salle et j'explique ce qu'on va faire sans dire qu'on va tester les métaphores, parce qu'il ne faut pas dire que maintenant on va faire des métaphores. C'est pareil si vous faites maintenant je vais tester votre compréhension d'analogie, il ne faut pas le dire. Donc dans une petite salle, on parle de moi je fais une thèse, blablabla. Et puis je montre comment faire. Il y avait 4 tests. Il y avait un test de compréhension de métaphores qui prenait à peu près 10 minutes, mais c'était fatigant, je pense. Un test de la mémoire au travail, un test d'une autre fonction cognitive, et puis, après, il n'y avait pas un test, mais le questionnaire. Donc là, ça montre bien comment on peut utiliser un logiciel de statistique open source. Je peux mettre niveau faible, niveau élevé, je peux mettre mémoire de travail et ainsi de suite. Donc mes questions de recherche, vu qu'il n'y a pas de recherche sur la compréhension de métaphores en français langue étrangère, il faut se demander s'il y a, comme en anglais, un biais littéral. Est-ce que des apprenants de français langue étrangère, est-ce qu'ils vont privilégier le sens littéral des métaphores en français langue étrangère ou pas? Une autre question de recherche, est-ce que des apprenants de français langue étrangère est-ce qu'ils sont influencés par le degré de conventionnalité des métaphores? Métaphores lexicalisées, métaphores nouvelles. Un locuteur natif, oui, va être influencé. Il y a des études qui montrent qu'en anglais, langue maternelle, dans langue étrangère, des apprenants vont être influencés, c'est-à-dire qu'ils vont lire les métaphores nouvelles plus lentement que les métaphores lexicalisées. D'autres études montrent qu'il n'y a aucune différence. Ils ne sont pas du tout sensibles au fait que séisme politique, c'est une métaphore habituelle
et j'essaie de trouver une métaphore nouvelle. Bon, mon voisin est un chapeau. Le pire des métaphores, mais voilà. Et puis, après, quelle est l'influence du niveau de maîtrise? Parce que les études qu'on a jusqu'à maintenant montrent soit une influence, comment dire, je suis fatiguée, je ne trouve pas les mots. Soit on est très influencé par le niveau de maîtrise, soit il n'y en a pas. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que plus on maîtrise la langue, plus on va se comporter comme les locuteurs natifs. On va comprendre que ça c'est une métaphore nouvelle, donc on va mettre plus de temps à le lire parce que c'est la première fois qu'on le voit. Donc voilà. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà les résultats. Il y a bien un biais littéral en français langue étrangère. Parce qu'ici, vous vous souvenez, François Hollande se tire une balle dans le pied. Il ne se tire pas littéralement une balle dans le pied. L'islamiste radical se tire une balle dans le pied et appelle une ambulance. Ça, je l'ai tiré d'un journal, ça c'est vrai. Les locuteurs natifs, comme j'avais dit, si on se base sur le cadre théorique de Rachel Giora, le sens littéral est aussi accessible que le sens figuré. Et c'est ce qu'on voit ici parce que le temps de lecture est pareil quand c'est en contexte littéral ou figuré. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les deux sont pareillement actifs. En langue étrangère, donc là c'est 20 apprenants norvégiens et 20 locuteurs natifs français. Le sens littéral est lu plus rapidement que le sens figuré. C'est-à-dire que le sens littéral des métaphores serait plus actif que le sens figuré. Ils mettent beaucoup plus de temps à lire les métaphores au sens figuré que ces mêmes métaphores au sens littéral. Donc on part du principe que ça signifie qu'il y a un biais littéral, il y a une surfocalisation sur le sens littéral, ce qu'ils ne feraient pas dans leur langue maternelle. Donc là, on voit c'est par rapport au niveau de maîtrise. Donc c'était l'une des questions, c'est si on maîtrise véritablement le français, est-ce qu'on va se comporter comme les locuteurs natifs? Est-ce qu'on va avoir le même, le même type d'activation du sens littéral et sens figuré? Et ici, on voit ceux qui ont un niveau de maîtrise élevé, c'est un petit peu comme ça. Ils lisent François Hollande, l'islamiste se tire une balle dans le pied, presque aussi rapidement que François Hollande se tire une balle dans le pied. Alors que ceux qui ont un niveau de maîtrise plus faible, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à lire les métaphores au sens figuré. Donc c'est toujours, quand je dis des métaphores au sens littéral ou figuré, c'est parce que j'utilise exactement la même unité polylexicale ou le même mot métaphorique, mais je le mets en contexte littéral ou contexte figuré. Donc là on voit bien qu'il y a un biais littéral, surtout chez ceux dont le niveau de maîtrise est faible. Ça veut dire que avec un niveau de maîtrise plus élevé, on va commencer à se comporter comme des locuteurs natifs. Et là, donc j'avais des métaphores figées, polylexicales, c'est tirer une balle dans le pied, des métaphores lexicalisées comme prendre racine, et puis des métaphores nouvelles comme dénuder des carottes. Et ici, on voit que c'est les métaphores lexicalisées qui prennent le moins de temps à lire, et puis il y a les métaphores figées et les métaphores nouvelles. Et là, on voit que là, c'est les locuteurs natifs, les métaphores figées et les métaphores lexicalisées prennent, ont un temps de lecture similaire.
Parce que les deux types sont conventionnels, sont familières. Ils ont l'habitude de voir se tirer un balle dans le pied, prendre racine. Les métaphores nouvelles, ça prend plus de temps, parce que c'est des métaphores complètement inédites. Alors que chez les apprenants norvégiens, ils prennent plus de temps à lire les métaphores figées que les métaphores simples, on va dire. Donc ici, je pars du principe que parce que c'est une unité polylexicale, c'est un petit peu plus complexe qu'une une métaphore simple. Et c'est pas uniquement parce que c'est une unité polylexicale, nécessairement. Parce que dans une langue maternelle, souvent ils ont besoin juste du premier mot pour comprendre. Des fois, une métaphore figée, polylexicale, peut être comprise plus rapidement qu'une métaphore simple. Parce que jeter l'argent par les fenêtres, on a juste besoin de voir jeter et puis on comprend. Donc c'est pas nécessairement parce que c'est polylexical que ça prend plus de temps dans une langue maternelle. Mais ici, on a quand même le sens idiomatique et le sens littéral. Donc ils sont en train de construire un sens. Contrairement au locuteur natif qui accède au sens tout le temps, non, tout de suite. Jeter l'argent par la fenêtre, c'est gaspiller, tout de suite. Eux, ils ont besoin de construire le sens de l'expression idiomatique. Ok ? Et là, c'est le temps mis à sélectionner la bonne réponse. Et là, on voit que, encore une fois, les métaphores lexicalisées, le populisme prend racine dans la société. Ils sont beaucoup plus rapides à sélectionner la bonne réponse que pour les métaphores figées. Et après, quand ils doivent choisir entre les trois types d'interprétation après avoir lu des métaphores comme Barry White est un tuba, ils ont beaucoup plus de difficultés. Aussi, la précision, ils ont moins de bonnes réponses quand ils ont lu des métaphores nouvelles. Là, le temps d'interprétation, c'est que pour les bonnes réponses. Et ici, c'est le taux de précision, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à sélectionner. Donc là, au fait, c'est pour les deux groupes, français et norvégien. C'est-à-dire que les Français aussi, ils vont avoir des difficultés avec les métaphores nouvelles. Et aussi assez intéressant, ça c'est le temps de lecture. Ici, on voit que les apprenants norvégiens qui ont un niveau de maîtrise élevé, ils sont beaucoup plus rapides pour les métaphores qui sont conventionnelles. Alors que pour les métaphores nouvelles, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas un niveau de maîtrise plus élevé qui va nécessairement t'aider à lire des métaphores qui sont complètement inédites. Ok ? Et voilà, ça c'est le temps d'interprétation. Ceux qui ont un niveau de maîtrise plus élevé sont plus rapides, mais c'est pareil pour les trois types d'interprétation. Là, c'est juste, ils sont plus rapides, point, parce qu'ils ont un niveau de maîtrise plus élevé. Voilà. Ouf. Ah, j'ai trop parlé. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Moi j'en avais une, c'était sur la différence entre la métaphore figée et la métaphore lexicalisée. Pour moi, d'après ce que j'ai compris dans votre exposé, la métaphore figée, c'est plutôt l'expression. Non, c'est une expression idiomatique. Et la métaphore, c'est l'inverse. L'expression lexicalisée,
Non, la métaphore lexicalisée Oui. ou conventionnelle, c'est one word metaphor. C'est une métaphore d'un mot. C'est une métaphore simple. D'accord. Une métaphore figée, c'est une expression C'est une idiomatique. expression, d'accord, Ouais. c'est ça. Parce que moi, je pensais que c'était intéressant de pouvoir comparer deux formes de métaphores qui sont aussi conventionnelles l'une que l'autre, mais de voir si cette polylexicalité peut poser problème en langue étrangère. Et de comparer au français, et puis on voit que pour le temps de lecture, oh, c'était là, non? Pour les Français, une métaphore conventionnelle, qu'elle soit polylexicale ou simple, c'est pareil. Ça demande le même, comment dire, temps de lecture. Voilà. Je vais perdre ma voix. Donc c'est pas forcément évident de faire, de trouver une différence entre les deux formes de métaphores. Bah pour certains, une métaphore figée, c'est pas une métaphore. Oui, aussi. Moi, j'ai choisi de voir ça comme ça parce qu'il y a une motivation métaphorique. Mais selon d'autres chercheurs, ils vont dire que c'est seulement mes métaphores nouvelles qui sont des métaphores. Ça, c'est plus des métaphores. Sauf que quand on est dans une langue étrangère, c'est différent. Vous avez une question? Oui. Dans les tests que oui. Chaque personne a vu les deux sens dans les mêmes tests. Alors, le contexte, ouais. Parce que tout le monde faisait exactement la même chose. dans le même ordre aussi. Non. Okay. Non, c'est toujours randomisé. Et il y a peut-être un effet de priming que si on voit le sens figuré avant, c'est différent que si on voit le sens général. C'est toujours un risque, mais vu qu'il y a 48 énoncés en tout, et vu que tout est randomisé, on minimise le risque de priming, évidemment. Mais si j'avais un autre logiciel un petit peu plus performant, en termes de statistiques, j'aurais pu voir s'il y avait un effet de priming, mais je ne peux pas parce que les données que j'ai, c'est des milliers de chiffres. Mais c'est toujours un problème. Parce que le but, c'est de faire d'autres études après. Donc ça, c'est juste ce que j'ai fait pour la thèse. Mais il y a évidemment des problèmes avec ce que j'ai fait. Il faut faire d'autres études. Et donc la dernière fois que je donnais un exposé un petit peu comme ça, ici, donc c'était en novembre, je pense, il y a eu des étudiants qui me donnaient plein d'idées. Et donc si vous avez des idées, si vous voyez que là c'est de la... Non, je ne vais pas dire ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah, je suis vraiment prenante parce que il y a tellement peu de recherches là-dessus en France. Il y en a un petit peu plus en anglais, langue étrangère. Mais il y a très très peu. Donc, et c'est très difficile. Déjà, si on va essayer de comprendre l'interprétation métaphorique, bah, tout dépend du type de métaphore qu'on va utiliser. Il y a souvent des tests, c'est même pas des métaphores qu'ils ont utilisées. Ils ont tout mélangé. Et c'est d'où le besoin d'utiliser les questionnaires d'évaluation. C'est bien une métaphore lexicalisée dans le sens où c'est une métaphore qui existe. Déjà, j'ai vérifié dans beaucoup de corpus. C'est des métaphores qui sont utilisées dans les corpus de texte journalistique. C'est utilisé, c'est inscrit dans le dictionnaire et ainsi de suite. Mais c'est extrêmement difficile à faire comme vous pouvez imaginer. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un effet de priming. Voilà ma réponse. Oui, ça serait intéressant de voir après. Oui, j'aimerais bien, mais je pense que ça va être extrêmement difficile. Mais je peux essayer de faire juste avec une métaphore, parce que j'ai
Donc pour une personne, j'ai un fichier comme ça, avec l'ordre de présentation des stimuli. Donc il y en avait 48 en tout. Je peux me baser juste sur une métaphore et je vois où c'est. Est-ce que c'est avant ou après le sens littéral? Et puis là, je peux essayer. Donc, je prends uniquement pour une métaphore, mais pour chaque personne. Et puis, j'essaie de voir si, parce qu'on l'a vu au sens littéral plus tôt, est-ce que ça a un effet sur le temps de lecture après, ou vice-versa. Donc ça, c'est possible. Je vais essayer. Ça va être difficile, mais je vais essayer. Voilà. Oui. Oui. Moi, je ne sais pas si ça me concerne, mais à RSP, par exemple, comment est-ce qu'on fait le test chez les enfants qui ne savent pas lire? En fait, je pense que les véhicules les plus proches pour comprendre la métaphore, dans ces cas où il pleut, pour les étudiants étrangers, c'est de lire quelque chose, donc c'est par l'écrit et pas trop l'oral. Moi, je pense que chez les enfants, c'est plutôt l'inverse. Je ne sais pas, parce qu'ils ne savent pas imaginer un enfant de 3 à 5 ans, il ne sait pas encore lire, donc ces tests, il les fait comment? À travers de figures C'est comme je vous avais montré. Parce que là, on montre les images, et puis ça, c'est juste ce que dit l'expérimentateur. C'est-à-dire, Stuart, il travaille au musée, on essaie d'être, de parler aux enfants comme il faut. Et puis, donc on montre juste les images et puis on demande, mais qu'est-ce que Stuart, qu'est-ce qu'il va voir? Donc ils n'ont pas besoin de maîtriser l'écriture, non, la lecture, pour répondre à cette question-là. Mais en termes de ce qu'on fait en langue étrangère sur les enfants, je ne sais même pas s'il y a des études. C'est pas... Parce que là, on est juste au début de toutes ces études sur la compréhension de métaphores dans une langue étrangère. C'est surtout depuis 10 ans qu'on fait des choses en psycholinguistique, en psychologie cognitive. On maîtrise les variables. Parce que dans les années 70, on pouvait avoir des études où on lisait des... Voilà. Et puis on posait des questions. Donc c'était juste la qualité de l'interprétation ou la précision et tout ça. Maintenant, on peut vérifier dans le cerveau ce qui se passe quand on est confronté à des métaphores. Là, on peut voir que c'est l'hémisphère droit qui va plutôt être activé quand on a des métaphores nouvelles en langue maternelle, alors que c'est les deux en langue étrangère et ainsi de suite. Non, c'est l'inverse, pardon. Et le véhicule est plus évident pour les apprenants, par exemple, de langue française ou n'importe quelle langue, de langue étrangère, c'est à travers la lecture, l'écrit, la lecture, parce qu'on sait aussi que dans la sociolinguistique, il y a trop de compréhension de la métaphore à partir de la conversation. Donc quand tu dis le véhicule métaphorique, tu veux dire... les moyens de compréhension de la métaphore. En fait. D'accord. Les moyens écrits ou les moyens... Ah oui, véhicule comme ça, oui. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus non plus. On essaie d'expliciter. Par exemple, il y a... quand on s'intéresse à la métaphore conceptuelle, c'est-à-dire, donc comme je disais, je suis complètement à plat. Pourquoi on dit à plat? C'est parce qu'on a une vision selon laquelle on est malade, on est fatigué, on est couché. Là, on va avoir des cours de langue étrangère où on enseigne explicitement les métaphores conceptuelles, où on apprend à reconnaître que nos chemins se sont séparés. Pourquoi on dit ça en français? Parce que nous, on conceptualise l'amour comme une route. Et ça, si vous commencez à vous intéresser à ça, comment on conceptualise l'amour ou la vie, c'est que ça.
mais c'est en anglais aussi. Voilà. Et donc là, c'est vraiment enseigner de façon explicite les réalisations linguistiques de métaphores conceptuelles. Et dans les langues de spécialité aussi, on va essayer de le faire. Mais pour le moment, ça intéresse très peu de gens en France. Donc si vous avez des idées pour des devoirs ou des thèses, voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses en métaphore, ironie, métonymie, hyperbole, tout ça en langue étrangère. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ah, il y avait... Oui, alors, sur la diapositive d'avant, vous montriez les trois grands types de métaphores. Sur la question de la métaphore lexicalisée, la métaphore... c'est... Avec les exemples... Avec les exemples. Je sais pas laquelle. C'était la diapositive où vous illustrez les trois grands types de métaphores que vous avez distingués. La métaphore nouvelle, la métaphore lexicalisée. Pour l'étude Non, c'est pas ça. Là, les métaphores. Voilà. Ah, oui. Alors, parce que j'ai pas... C'est un peu de détail, hein, mais je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Vous avez dit tout à l'heure, pour moi, la différence entre la métaphore lexicalisée et la métaphore figée, c'est que la métaphore figée, c'est l'idiomaticité, Ouais. alors que la métaphore lexicalisée, c'est one word métaphore. En fait, toutes les deux sont conventionnalisées. En fait, c'est juste la forme. L'exemple, là, ouais. si vous dites que c'est one word métaphore, et si vous mettez prendre racine, ça pose problème, non? C'est comme ça qu'ils conçoivent le one word métaphore. Malheureusement, c'est aussi le syntagme. Là, je suis, on va dire, psychologue qui fait de la linguistique, donc c'est pas toujours. Parce que, franchement, j'ai pas vérifié, mais ouais. Je pense que dans une entrée, par exemple, dans le TLFI, ouais. si on cherche racine, on va trouver prend racine. Si on cherche peu, on va trouver choix. Ouais. C'est possible, ouais. Parce que c'est quoi l'enjeu théorique pour votre recherche de ces distinctions? C'était juste pour trouver deux cas différents de métaphores conventionnalisées, ouais. De formes différentes de oui, oui. Parce que pour moi, il faut prendre en compte la forme, mais dans une étude ultérieure, je ne ferai pas comme ça. Oui, parce que je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment, dans les métaphores lexicalisées, mettre des mots uniques, enfin, vraiment oui, oui. Mais parce que c'était très difficile de trouver donc des métaphores dites simples. En fait, c'est juste des métaphores qui ne sont pas des unités polylexicales, avec un sens idiomatique. Il fallait que je trouve des métaphores qui existaient, qui étaient utilisées dans les trois langues. Voilà, alors ça, c'est une question que je voulais poser. Dans la mesure où les métaphores, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même un temps de réaction, enfin un temps de lecture plus long, alors que la métaphore existe dans notre langue. Oui, parce qu'il y a des études qui ont été menées sur les expressions idiomatiques, où on voit que la similarité translinguistique, elle peut poser problème. C'est-à-dire que si ça existe dans la langue, si moi je dis, si moi je lis en français, il est là avec sa barbe dans la boîte aux lettres. Je dis, mais c'est bizarre, ça existe dans ma langue. Ça va me perturber. Donc il y a certaines expressions, quand ça existe dans ta langue maternelle, ça te perturbe plus que parce qu'on pourrait penser que ah oui, je connais ça, j'active le sens tout de suite. Mais non. Et il y a d'autres études qui montrent que si ça existe dans ta langue maternelle, tu accèdes tout de suite au sens. Donc là, c'est l'une des études que j'ai envie de mener après. C'est quand si on prend donc des métaphores, des expressions, on les mélange plus, on prend des expressions qui existent dans la langue, maîtrisées par l'apprenant. Si c'est en norvégien, il y a une catégorie qui existe dans ma langue, une autre catégorie qui existe uniquement dans la langue étrangère, et puis on voit s'il y a un effet de facilité ou pas.
Et puis après, on fait une étude avec uniquement des métaphores simples qui existent ou qui n'existent pas. Donc ça, c'était on va dire le premier jet d'une longue liste d'études sur la compréhension de métaphores. Mais par rapport au fait que j'ai utilisé des métaphores qui existent dans la langue maternelle, ça c'était l'une des critiques lors de la soutenance, évidemment. C'est est-ce qu'on mesure vraiment la compréhension de métaphores dans une langue étrangère? Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'activer ce qu'on connaît? Est-ce que c'est pas juste un transfert? Et c'était ça ma réponse, c'était des fois les transferts peuvent perturber. Oui, mais bon, l'idéal évidemment ce serait de comparer les deux situations, c'est-à-dire les cas de métaphores où il n'y a pas d'équivalent dans notre langue et les cas où il y a un équivalent. Oui, non, c'est clair. Je ne sais pas moi, si on prend Love is a Journey, comme exemple de métaphore, l'amour est un voyage, ça marche très bien en français. Alors que si on prend l'exemple typique, genre It's raining cats and dogs, voilà, quelqu'un qui apprend des anglais, vraiment bloqué. On a l'impression, je sais pas. C'est clair. Donc, entre ces cas extrêmes, il y a sans doute des situations. Mais moi, je pense quand même qu'on gagnerait, pour bien se centrer sur la question de la métaphore, à séparer le problème de l'idiomatique. Parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Ah non, mais c'est sûr. Et arriver à travailler, mais c'est pas facile, de trouver des exemples qui marchent bien avec des mots uniques. Non. Ça pourrait être. C'est surtout les métaphores verbales où ça peut être intéressant. Où la France est paralysée par des grèves. Voilà. Mais là, c'est toute la problématique, c'est que c'est tellement divers, c'est tellement hétérogène comme phénomène. Et il n'y a pas, en français, il n'y a pas d'études où on a mis en place des normes. Donc là, on a, par exemple en anglais, on a fait des études où, donc, là vous avez des métaphores nouvelles, nominales. On sait que c'est des métaphores nouvelles, on sait que c'est des métaphores qui existent en anglais, on sait que c'est des métaphores aptes, on sait que c'est des métaphores familières et tout ça. Vous pouvez les utiliser pour mesurer la compréhension de métaphores chez les schizophrènes. Et moi, je n'en ai pas trouvé en français. C'est vrai que ça existe, je ne crois pas que ça existe. Non. Il y a des choses sur l'imageabilité, alors c'est une question que je voulais vous poser, parce que sur les fonctions de la métaphore, en fait, on retrouve là, parce qu'en cours, on a fait ça à partir de l'analogie, les fonctions de l'analogie, avec la fonction figurative pour la dimension d'image, la fonction argumentative. On ne peut pas parler de la fonction cognitive, mais ça existe aussi. Donc en fait, ces fonctions des métaphores, en réalité, on les retrouve dans les analogies en général qui ne sont pas des métaphores. Mais en même temps, dans une métaphore, moi, du point de vue de l'analogie, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des métaphores pour lesquelles il y a toujours une recatégorisation, de toute façon. Ça aussi, c'est une des fonctions de l'analogie, la catégorisation. Donc la métaphore, elle recatégorise à chaque fois, ça c'est clair, c'est une valeur globale et tout. Et ensuite, donc c'est en termes, on peut le décrire en termes de différentes fonctions qui peuvent se surajouter. Donc dans une structure, dans une métaphore, il va y avoir, comme c'est de l'analogie, une partie de fonction de catégorisation, éventuellement de la figurativité, donc une fonction figurative, mais pas toujours. Uniquement, mais ça je vous montre un article, quand il y a une augmentation d'imageabilité entre la source et la cible, parce qu'en réalité, on trouve des métaphores qui sont construites avec une source qui est moins imageable que la cible. Du coup, il n'y a pas d'image qui peut être fabriquée. Donc toutes les métaphores n'ont pas cette valeur figurative, je crois. C'est comme. Il y a une valeur argumentative. Certaines métaphores ont une valeur argumentative, d'autres pas. Donc
Voilà. De classer et de voir que le noyau de base de la métaphore, c'est quand même la recatégorisation, ça Weber, et qu'ensuite, il y a quand même cette idée de figurabilité, qu'on peut quand même analyser en termes d'imageabilité. Mais l'idée de fabriquer des normes, et ça c'est vrai que c'est plus un travail de psychologue et de psychologue que de linguiste, fabriquer des normes, mais il faudrait travailler avec des collègues en psycholinguistique. Oui, mais ça c'est se baser sur ce qu'ont fait les psychologues et linguistes anglophones. Parce que là, il y a des études, il y a une étude de 2014 par exemple, où si on veut faire une étude en psychologie, on va juste aller piocher chez eux, parce qu'on sait que ça a été prévalidé. Et c'est un procédé qui n'est pas difficile à faire, c'est juste qu'il faut des gens qui sont capables, il faut juste des gens qui peuvent remplir des questionnaires, où on évalue sur une échelle d'1 à 7, une échelle de Likert. Est-ce que selon vous, cette métaphore est apte? Est-ce qu'elle fait ressortir quelque chose de pertinent dans le topic? Si je dis cette bibliothèque est une piscine, c'est pas vraiment une métaphore très apte, sauf ici parce que ça a quand même la forme d'une piscine. Mais là, c'est juste, on évalue sur une échelle de Likert, de 1 à 7. Voilà. Et dès qu'on dépasse un certain seuil, ok, on peut dire ça c'est une métaphore apte. Et dès qu'on a je trouve plus mes mots, mais on va dire 20 métaphores nominales, 1 est 1, qui ont été prévalidées par des locuteurs natifs. On sait qu'on peut les utiliser, on n'a plus besoin de se poser des questions. On peut les utiliser en langue maternelle, en langue étrangère, on peut les utiliser en psychologie, chez des enfants, tout ça. Ça, c'est un beau travail si quelqu'un veut faire une thèse ou je sais pas, quelque chose dans votre temps libre, de proposer une étude de normes. De 2014 L'étude de 2014, c'est Roncero, que j'ai même emmené. Donc là, les propriétés sémantiques, aptness, familiarité, conventionnalité, diversité interprétative, pour 84 métaphores et similitudes. Donc là, c'est donc 2014. Tout est disponible. Vous pouvez aller sur Internet, chercher toutes ces normes. Si vous voulez faire une étude en anglais, langue étrangère, par exemple, vous voulez faire sur la métaphore, vous pouvez aller voir. Vous pouvez juste créer une petite étude où des étudiants de l'anglais, langue étrangère doivent donner des interprétations. Voilà. Parce que là, ça a été prévalidé. Et le but, c'est de le faire en français aussi. Et ça, ce serait une très très bonne chose. Justement, j'avais une question. Oui. Pourquoi avoir choisi la métaphore et pas une autre figure? Parce que je trouve ça passionnant, et parce que quand j'étais en licence de psycho, j'étais... on parlait beaucoup de la métaphore dans la schizophrénie et tout ça. Et parce que pour moi, c'était comme pour tous les autres, la métaphore c'est quelque chose qu'on voit en classe de norvégien pour ma part, parce que on le voit dans les textes poétiques et tout ça. Et puis je suis confrontée à des profs en neuropsychologie qui disent si vous dites que votre voisin est une tronçonneuse, parce que les tronçonneuses sont très fortes, ça fait beaucoup de bruit et tout ça, ils ronflent comme une tronçonneuse, ils vont imaginer qu'il y a une tronçonneuse. Voilà. On ne fonctionne pas très bien dans la société si tout est pris au pied de la lettre. Et donc c'était justement ça, c'est quelque chose auquel on est confronté tout le temps. Et on le voit, comment on comprend comme ça, Sauf qu'il y a des gens qui ont des difficultés avec ça. Et c'est pas étonnant parce que
mon mari est une tronçonneuse. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce point à comprendre que c'est bon, il n'y a pas une tronçonneuse dans cette histoire. Il y a un mari qui ronfle tellement fort, par exemple, qu'on n'arrive pas à dormir. Donc c'est ça. Au fait, pour moi, j'appelle ça la psychose de la métaphore. C'est parce que on a deux choses qui n'ont rien à voir. Pourquoi on arrive à faire ce lien-là? Pourquoi? Parce que, voilà, je sais pas. Oui. Juste une petite question peut-être un peu bête par rapport à... Il n'y a pas de question bête avec moi. Nouvelle. Ouais. Comment savoir que la personne n'a pas déjà eu connaissance de cette métaphore? Est-ce que c'est vous qui les créez ou... Les métaphores nouvelles, ouais, c'est moi qui les ai créées. Ah. Et ça, c'était extrêmement difficile. Et donc là, il y a toute la question de l'aptness. Si je dis que, Barry White était un tuba, est-ce qu'on va comprendre que Barry White avait une voix extrêmement grave? Je ne sais pas. C'est la question de l'aptness. Est-ce que j'ai créé une bonne métaphore? Je ne sais pas. Peut-être le problème, c'était pas la métaphore. Peut-être le problème, c'était que j'ai fait de mauvaises métaphores. C'est pour ça qu'il y avait ce temps de lecture tellement long. D'où le besoin d'avoir des normes pour les métaphores. C'est votre travail maintenant. Une autre question. Ouais. Où est-ce qu'on peut lire votre texte? Pour le moment, c'est juste là. Mais est-ce que... Elle doit être en ligne normalement. Elle n'est pas mise en ligne sur test.fr après la soutenance. Je sais pas, j'espère que non, parce qu'il y avait tellement de fautes d'orthographe. Vous n'avez pas donné à l'école doctorale J'ai donné à la bibliothèque. Normalement, on vous demande un fichier numérique à l'école doctorale qui mette sur test.fr. L'école doctorale m'a pas demandé, mais... Bon, ça dépend peut-être des universités. Ouais. Mais ce que je peux faire, c'est de mettre sur ResearchGate en PDF. Et là, vous pouvez juste télécharger. En fait, ResearchGate, c'est le Facebook des chercheurs, analogie. Et donc là, on a un profil. Et puis, vous pouvez télécharger les articles qui sont disponibles. C'est vraiment génial quand on n'a pas les moyens de payer les articles. Quand vous l'aurez fait, je mettrai à la limite le lien. D'accord, oui. À la suite de la conférence. Oui. Bon, on va être obligé d'arrêter. Merci beaucoup. Merci à vous.